garantie. Ça veut dire que l'entreprise qui a fabriqué ce produit est passée par un audit, et c'est ça notre différence. Aujourd'hui, la marque n'est plus l'origine. Vous pouvez acheter une marque française avec un produit qui n'est pas français. Puis vous pouvez acheter une marque qui n'est pas française alors que le produit est français. Je cite souvent l'exemple des glaces Häagen-Dazs, une grande marque américaine très puissante, qui fabrique une partie de sa production en France, qui vend en Chine des glaces Häagen-Dazs avec le label Origine France Garantie. Et que l'addition des deux, une grande marque américaine plus l'Origine France Garantie, c'est un plus. Origine France Garantie, un label de confiance, un label de prise de conscience aussi. Le label Origine France Garantie permet souvent une prise de conscience au chef d'entreprise, de se dire mais au fond je produis en France, c'est un plus, ça a une valeur économique de certaines, et donc je crois, j'espère que c'est un cercle vertueux qui amène à stopper un peu ce mouvement de délocalisation qui est souvent la recherche de plus grands profits, mais au fond qui n'est pas un profit ni pour le consommateur ni pour l'entreprise qui quelquefois se mord les doigts d'avoir perdu les savoir-faire en France. Moi, je vois beaucoup de jeunes créateurs d'entreprises, beaucoup de belles aventures, où effectivement il y a l'idée de retrouver des savoir-faire perdus, de retrouver une production qui a disparu ou qui est en train de disparaître, et de s'affirmer, de faire du produit en France, de l'origine France Garantie, un levier éthique, moral. La morale de l'histoire, c'est surtout qu'il est encore possible de fabriquer en France et par là de sauvegarder notre patrimoine. La preuve avec Le Maillot, l'une des dernières maisons de bonneterie française. Sa survie, elle la doit à une grande qualité, mais à cette prise de conscience aussi des jeunes entrepreneurs français, comme Guillaume Gibault, du slip français lui-même. En fait, il y a quelques années, quand il a démarré, il a commencé à être présent dans les médias. Et un jour, j'ai vu à la télé un reportage sur lui. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on est fait pour s'entendre, il faut vraiment que je l'appelle. Le lendemain, je prends mon téléphone, j'appelle Guillaume Gibault et je lui dis, il y a quelque chose à faire ensemble, il faut qu'on se rencontre. Je suis sûre qu'on peut vous aider pour votre développement. Il y a aussi eu une complémentarité de vue, on partage des valeurs très identiques, malgré l'écart de génération, l'écart de culture. Il nous a apporté beaucoup de choses à Le Maillot pour que nous progressions vers les méthodes nouvelles de communication, etc. Et le succès, il est pour tous les deux en commun. Donc ça, c'est une chose assez extraordinaire que nous avons vécue et qu'on continue à vivre. Le produit français est porteur d'affect, de qualité, d'imagination, de créativité, de beauté, de luxe, de rayonnement. Et donc, Origine France Garantie, c'est simplement la vérification officielle que le produit qui s'affirme français l'est vraiment. Et contrairement à ce que disait mademoiselle Chanel, ça n'est pas toujours bien d'être copié. Le thé, un produit aujourd'hui banal, mais qui cache en réalité une histoire multimillénaire, un déchaînement des plus grandes passions et qui n'a eu de cesse de se renouveler au fil des siècles. Pour comprendre, écoutez. À l'origine, le mot thé vient de cha en mandarin et de thé en dialecte chinois Minnan, pratiqué au sud-est de la Chine, qui signifie tous les deux cueillir. Et d'après une légende chinoise, la naissance du thé se situe autour de 2737 pile avant Jésus-Christ. Shen Yun, une divinité à tête de bœuf se reposant au pied d'un arbre, aurait demandé à son serviteur de lui faire bouillir de l'eau. Quelques feuilles se seraient détachées de l'arbre et seraient tombées dans sa tasse, et le thé était né. Dans les faits, le théier est bien originaire de Chine et l'habitude de consommer le thé s'est donc d'abord développée dans ce pays. C'est durant la dynastie des Tang, dès le 7e siècle, que le thé est devenu une boisson quotidienne. Progressivement, l'habitude de boire du thé se répandit rapidement dans toutes les classes de la population, reprise par les Tartares, les Turcs et les nomades tibétains. Plus à l'est, le thé est introduit au Japon au 9e siècle par le moine bouddhiste Saisho, après un voyage en Chine. Il faut attendre la fin du XIIe siècle pour qu'une vraie culture du thé s'installe. Elle connaît son apogée au XVIe siècle lorsque Sen no Rikyu condifia la cérémonie japonaise du thé. La Compagnie des Indes orientales rapporte pour la première fois du thé par bateau en Hollande en 1610, puis en France et en Angleterre. Et avec l'essor des coffee houses, le thé se répand de manière spectaculaire outre-Manche
et parvient à supplanter la boisson fétiche des Anglais, le café. Au XIXe siècle, pour faire face à une augmentation de la consommation, les Anglais développent des plantations en Inde, puis dans l'île de Ceylan. Dès 1887, les importations en provenance des colonies anglaises devinrent plus importantes que celles venant de Chine. Au début du XXe siècle, le thé est également planté dans des pays d'Afrique noire anglophone et en Amérique du Sud. Il y eut même quelques excès pas très concluants en Bretagne, à Paris et en Corse. Et pour cause, le thé a besoin de chaleur et d'humidité. Aujourd'hui, il se boit près de 1200 milliards de tasses de thé par an, soit environ 36 000 tasses à chaque seconde. Un marché conséquent qui attire de plus en plus de nouvelles maisons productrices de thé, on s'en serait douté. Plumassière, ce n'est pas un métier, c'est une vocation qui arrive comme un coup de foudre et qu'on ne peut éviter. L'atelier Plumavera et sa créatrice Béatrice Bost-Lemuel n'échappent pas à la règle. Béatrice Bost-Lemuel fait partie des créateurs atypiques et déterminés qui ont décidé de ne faire que ce qui leur plaisait avec ce qui leur plaisait. Après avoir étudié l'histoire de l'art, c'est une histoire de plumes qui s'est emparée d'elle, fascinée qu'elle fut par leur poésie et par leur symbolique. Et quoi de plus enchanteur que les plumes lorsqu'elles jouent avec la lumière? C'est ainsi qu'est né Plumavera, un atelier de luminaires en plumes comme il se doit. Alors la plume a cette caractéristique d'être très tactile, elle peut être douce, elle peut être raide, elle peut être lisse, iridescente. Voilà, elle se révèle vraiment avec la lumière du soleil, mais également la lumière artificielle. Elle a toujours ce côté aussi, il faut un peu la dompter. Et même, on est obligé d'accepter qu'elle ne veuille pas se mettre à droite, elle reste à gauche. Voilà, faut aussi accepter que c'est soit un matériau naturel et qu'on ne peut pas en faire tout ce que l'on souhaite. Et c'est ce que j'aime en fait. La plume, cette matière première qui exige des mains plus qu'habiles,